La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires pour une durée de 10 minutes maximum. Bien, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, je ne me livrerai pas à la comptabilité des 49.3, 13, 14, bientôt 15, pas plus que je ne mentionnerai le dépôt pavlovien des motions de censure. Les membres de mon groupe ont déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, le 49.3 affaiblit la pratique démocratique et il affaiblit le gouvernement qui y recourt. Mais je crois aussi que l'accumulation des échecs des motions de censure, et cet après-midi on rajoutera sans doute un, tend à banaliser le recours à cette procédure d'exception. Ce faisant, nous sommes dans une sorte de bras de fer stérile qui ne tient que finalement par un équilibre de menaces et de pression. S'agissant des 49.3, vous aviez annoncé à mots peine couverts qu'ils deviendraient la norme des textes budgétaires. Néanmoins, au-delà de leur caractère désormais automatique, je ne peux que regretter que vous l'ayez dégainé si tôt. Vous en avez parfaitement le droit, la Constitution vous permet un recours illimité sur les textes budgétaires, cela nous le savons tous. Néanmoins, nous voyons que cette pratique du pouvoir a des effets néfastes sur nos institutions. Elle donne le sentiment que ce que nous votons ici n'a pas d'importance et que notre rôle de représentant élu démocratiquement est insignifiant et vous dérange presque. Je crois pour ma part que si les oppositions ne sont pas écoutées dans un cadre institutionnel démocratique, nous prenons le risque qu'elles s'expriment plus violemment en dehors de ce cadre. Pourtant, nous avons joué le jeu de la concertation. Des députés de mon groupe, Paul-André Colombani, Laurent Panifous, ont participé à votre ébauche de concertation sur les comptes de Ségur. Et au final, je m'interroge à haute voix, Madame la Première ministre, à quoi cette concertation a-t-elle servi? A-t-elle permis une co-construction, ce mot que l'on entend si souvent, qui se concrétise si rarement? Clairement, non. Nous avons fait des propositions pour l'hôpital, pour le grand âge, pour de nouveaux financements, pour une nouvelle organisation. Tout ou presque a été balayé. Ces concertations sont-elles la traduction d'une main tendue loyalement, slogan si cher à notre président, ou est-ce juste pour faire semblant? Pourtant, la situation budgétaire de notre système de sécurité sociale devrait nous conduire en responsabilité à essayer de dépasser nos clivages pour le bien commun. Car la sécurité sociale, c'est notre bien commun. Cette situation est d'autant plus inquiétante que derrière cet acronyme un peu barbare du PLFSS se joue une partie de la vie de nos concitoyens. Tous nous disent leur inquiétude sur les fermetures des services d'urgence. Mes collègues Paul Molac et Christophe Najlen vous ont interpellé ces dernières semaines sur la réalité vécue dans leur territoire. Beaucoup nous disent leur difficulté à trouver un médecin traitant. Vous me répondrez numerus apertus. Mais dans combien de temps aurons-nous des effets? Et en attendant, comment empêcher que les déserts médicaux s'étendent? Tous aussi nous ont été profondément choqués par les scandales révélés ces dernières années dans les EHPAD. Et nous sommes de trouver des solutions. Celles qui nous sont proposées sont clairement insuffisantes. Voilà quelques défis qui nous font face. Comment les affronter dans le contexte actuel? Les indicateurs doivent nous alerter. En 2023, vous tabliez sur un déficit plus élevé que prévu, à hauteur de 8,8 milliards d'euros, toutes branches confondues, contre 6,8 milliards dans la précédente loi de finances de la sécurité sociale. Pour 2024, le déficit se creuserait encore à 11,2 milliards. Les branches maladie et vieillesse connaissent les déficits les plus importants. Je note d'ailleurs qu'en 2024, le coût de la réforme des retraites sera de 200 millions d'euros. Vous mettez en avant une politique d'économie pour un montant de 3,5 milliards dans le texte initial, mais cela n'empêche pas le déficit de se creuser. Dans le même temps, il y a un consensus pour considérer que la hausse de l'Ondam inscrite dans ce PLFSS est insuffisante pour faire face à l'inflation. La hausse des coûts affecte aussi le fonctionnement et les projets d'investissement, et cela renforce notre crainte de voir un hôpital à deux vitesses. En d'autres termes, les hôpitaux nous disent qu'il leur manque entre 1,5 et 2 milliards d'euros pour fonctionner de manière suffisante. Vous avez rejeté nos amendements de relèvement de l'Ondam et nous le regrettons.
Vous avez récemment indiqué un réexamen d'ici la fin de l'année de la situation financière des hôpitaux. Nous serons très attentifs à vos annonces. J'attire aussi votre attention sur un autre problème de financement propre aux territoires insulaires et d'outre-mer. Pour compenser ces surcoûts structurels, nous demandons une revalorisation des coefficients géographiques et leur réévaluation annuelle. Au-delà, que nous disent les établissements de santé? Qu'ils manquent de visibilité. Alors pourquoi ne pas leur en donner une pour une période de 5 ans? Vous pourriez reprendre cette proposition dans le cadre de la réforme à venir du financement des hôpitaux. À ce sujet, nous vous redisons notre souhait d'accélération de la réforme de la tarification à l'acte au profit d'une tarification basée notamment sur les besoins de santé. Mais ceci ne sera pas suffisant car les maux des hôpitaux sont plus profonds. Certains praticiens nous disent avoir l'impression d'une course effrénée à la rentabilité. D'autres nous alertent sur la complexité du fonctionnement du poids de la suradministration. L'hôpital a besoin d'une grande réforme structurelle avec un choc de décentralisation. Je vais aussi m'attarder sur une autre grande réforme qui est sans cesse repoussée, rognée. Nous souhaitions une grande loi sur le grand âge. Nous devrons nous contenter de la petite proposition de loi bien vieillir. Le président de la République avait d'ailleurs promis le recrutement de 50 000 personnels supplémentaires dans les EHPAD en 5 ans. Nous sommes loin du compte. 3 000 ont été promis en 2023. Combien ont été réellement créés? 6 000 le sont en 2024. À ce rythme, la trajectoire ne sera pas tenue. Plus largement, nous regrettons l'absence de financement dédié à la branche autonomie, plus de 3 ans après sa création. Le transfert d'une fraction de CSG prévue pour 2024 ne représentera que 2,6 milliards, ce sera insuffisant. Là encore, nous avons fait un certain nombre de propositions de financement, de création de 6 000 postes supplémentaires en 20. Nous continuons à défendre 2 améliorations primordiales, la création d'une loi de programmation qui a été adoptée en commission, ainsi qu'une expérimentation d'un forfait fusionné des volets soins et dépendance dans les EHPAD, dans les départements candidats. Enfin, nous ne pouvons plus reporter le débat sur le financement de notre système de protection sociale. Nous nous interrogeons sur la pertinence de certaines exonérations de cotisations sociales sur les salaires au-dessus de 2,5 SMIC. Nous avions fait une proposition qui permettait une économie d'1,6 milliard d'euros. D'autres députés de votre majorité ont fait des propositions qui différaient des nôtres, mais sur lesquelles une majorité a été trouvée. En quelques mots, elle visait à supprimer certains allègements sur les salaires, compris entre 2,5 et 3,5 SMIC, en contrepartie d'un coup de pouce salarial sur les bas salaires. En cette période de forte inflation qui touche les classes populaires, cela n'était pas dénué d'intérêt. Rien de tout cela ne figure dans le texte que vous nous proposez. Au moment de faire le bilan, je relève néanmoins certaines mesures positives, notamment s'agissant du renforcement du volet prévention. Je pense à la vaccination du papillomavirus en collège, à l'accès gratuit aux préservatifs, aux protections menstruelles réutilisables. Je note aussi quelques menues améliorations en faveur des travailleurs indépendants, notamment par la reprise d'un amendement de notre collègue Christophe Nagelin. Ces avancées demeurent modestes, mais la principale raison qui nous poussera à ne pas voter cette motion de censure vient de votre abandon de 2 mesures particulièrement injustes. La première concerne votre projet d'augmenter la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire pour les consultations. Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial, mais était clairement prévue. Vous avez reculé, mais je note que vous semblez ne pas avoir abandonné cette idée, comme l'a indiqué le ministre Thomas Cazeneuve sur France Inter. Pourriez-vous d'ailleurs nous éclairer sur l'état des négociations sur cette question? Dernier point d'opposition, votre volonté de ponctionner la Girarco. Au nom de notre attachement au paritarisme, qui est le cœur de notre modèle social, nous avons dit notre résolution à lutter contre cette ponction à hauteur de 1 milliard d'euros, avec laquelle vous vouliez financer le déficit du régime général des retraites. Les partenaires sociaux ont bien géré la Girarco. Nous estimons que le gouvernement n'a pas à toucher à ces réserves. Comme sur les franchises, vous avez reculé, mais semblez n'avoir pas renoncé. Là encore, nous vous demandons des éclaircissements sur vos intentions. Mais sachez que sur cette question, notre détermination est totale. Pour conclure, la crise économique qui perdure un peu partout dans le monde et la situation de la géopolitique particulièrement tragique ces derniers temps, voire ces dernières heures, ne nous permettent pas d'avoir le choix et nous poussent à chercher un compromis politique responsable. Seulement, pour nous, ne pas voter cette motion de censure ne signifie surtout pas vouloir vous donner notre confiance, car celle-ci est particulièrement ébranlée, ou encore vous encourager à poursuivre cette course infernale au 49.3. Notre volonté est de vous mettre en garde. Les dérives, les manquements dans un pays démocratique, et l'histoire l'a démontré, voient toujours leur fin plus tôt que plus tard. Et n'oubliez pas que c'est avec le peuple que vous devez construire ces projets, et le peuple, c'est nous tous ici, dans cet hémicycle. Je vous remercie.
Je vous remercie.